Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première table ronde de nos deuxièmes universités d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Fernando Pinto da Silva, je suis vice-président du CNCPH et en charge de l'animation de notre commission Accessibilité, Conception universelle et numérique. Alors pour cette première table ronde, nous allons aborder un thème qui m'est cher, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, qui est le numérique, avec pour énoncer de table ronde des outils numériques développés avec les utilisateurs handicapés, deux points, c'est pour quand, point d'interrogation. Alors autour de moi aujourd'hui, ici à la Bibliothèque nationale de France, Marine Boudot et Jérôme Dupire, et à distance, Maya Ngo et Simon Ouriès, qui ont accepté de participer du coup à cette première table ronde, et je les en remercie. Je vais donc tout de suite donner la parole à Marine Boudot, qui est haute fonctionnaire handicap et à l'inclusion du ministère de la Transformation et de la Fonction publique et chef du pôle design des services numériques de la direction interministérielle du numérique, pour peut-être d'abord nous rappeler un petit peu ce que c'est que cette direction que certains d'entre nous connaissent déjà, et puis peut-être un peu d'ores et déjà commencer à travailler sur cette question de ces démarches d'outils numériques et usagers, qu'est-ce que ça lui inspire. Marine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fernando. Merci de l'invitation. Alors, donc, en effet, j'ai un titre un peu long qui est un peu difficile à prononcer d'un seul coup, mais donc, je travaille à la direction interministérielle du numérique. Certains d'entre vous savent déjà ce que c'est, d'autres non. Alors, à quoi ça sert? Ça permet d'accélérer la transformation numérique des ministères, des différents ministères. Et puis, en fait, donc, on a des équipes qui travaillent sur beaucoup de sujets au sein de la DINUM, que ce soit l'ouverture des données, l'intelligence artificielle, l'attractivité des talents au sein de l'État. Et moi, mon sujet, c'est la simplification des démarches administratives en ligne, l'accessibilité numérique, évidemment, la recherche utilisateur, voilà tout ce qui peut nous aider à simplifier la vie de toutes et tous via les voies numériques. Alors, je peux continuer à détailler un peu ce qu'on fait. Donc, sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, qui est mais quand est-ce qu'on va enfin avoir des objets numériques accessibles? Quand est-ce qu'on va peut-être un peu plus inclure les usagers, les usagères, les citoyennes et les citoyens dans la conception de services numériques? Eh bien, nous, en fait, on essaie vraiment de pousser ça et on le fait déjà. Notamment, en 2019, on a lancé ce qu'on a appelé le bouton « Je donne mon avis », qui est un bouton qu'on appose à la fin de chaque démarche administrative. Et vous l'avez peut-être vu cette année en faisant votre déclaration d'impôt. Depuis 2019, c'est environ plus de 4,5 millions d'avis qui ont été déposés sur cette plateforme. Nous, c'est notre premier retour à chaud de la part des citoyennes, des citoyens sur chacune des démarches administratives que nous suivons. Il s'agit de 250 démarches qui sont prioritaires, qui sont très volumétriques, donc très utilisées. Ça permet au ministère, sur chacune de ces démarches, de voir à chaud quels sont les retours, quels sont les blocages. Est-ce qu'ils se sont fait accompagner lors d'une démarche? Est-ce qu'ils ont compris le langage? Quels blocages, en fait, leur ont compliqué la tâche? Donc ça, c'est un premier volet, un premier dispositif qu'on a mis en place en 2019. Une deuxième chose qu'on essaye de pousser les administrations et les directions au sein des administrations à faire, c'est vraiment aller à la rencontre des usagers, des citoyens, pour confronter les parcours existants. Donc l'année dernière, nous, par exemple, on a lancé ce qu'on a appelé le commando UX. Alors, commando UX, ça veut dire Commando User Experience, donc un commando, en gros, d'experts et d'expertes numériques, de designers, de développeurs, de personnes qui peuvent aller mettre la main à la pâte pour améliorer la technologie numérique. Donc, on a déployé une vingtaine de ces personnes au sein des administrations pour qu'ils aillent travailler concrètement sur des démarches administratives, les simplifier, et surtout pour qu'ils aillent rencontrer des usagers, des citoyennes, des citoyens, et faire remonter finalement, avant de travailler sur ces démarches,
les problématiques qui se posaient. Et donc, en quelques mois, ils sont allés à la rencontre de plus de 200 Françaises et Français. Et parfois, sur certaines démarches qui étaient destinées aux agriculteurs, il fallait aller à la rencontre d'agriculteurs. Sur des démarches qui sont destinées aux professionnels, aux entreprises, aller rencontrer des entreprises. Toujours vraiment aller chercher les personnes qui sont le plus concernées par la démarche en question. Donc nous, de manière générale, la recherche utilisateur, la rencontre avec les citoyennes et citoyens, c'est vraiment un dispositif qu'on pousse à fond et qu'on essaye de diffuser de plus en plus, et notamment via France Relance. Aujourd'hui, on essaye de scaler, de passer à l'échelle en termes de ce qu'on peut faire sur la rencontre avec les usagers. Alors on le voit donc pour la DINUM, cette envie du coup de solliciter les usagers. Je me tourne maintenant vers Maya Ngo qui est avec nous mais à distance, qui est secrétaire générale de la Fédération française handisport et qui, à la vie civile, est également ingénieure de recherche au CNRS. Qu'est-ce que d'abord, peut-être en quelques mots, présenter peut-être ce que c'est que la Fédération française handisport et vos travaux au sein du CNRS. Et qu'est-ce que, du coup, l'intitulé de cette table ronde vous inspire, Mayan? Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Parfaitement. Très bien. Et que tout va bien. Parfait. La technologie est avec nous. C'est magnifique. Donc, voilà, pour vous dire que mes travaux de recherche, on va commencer par cela, portent sur la question du handicap et du droit, puisque je suis docteur en droit. Et j'ai notamment 2 terrains de prédilection qui sont le droit de la santé et le droit du sport, que je lie au droit du handicap. Et c'est aussi à ce titre que je m'intéresse à l'accessibilité numérique. Et en tant que secrétaire général de la Fédération française handisport, je suis élue en charge de toutes les activités digitales de la Fédération française handisport. Donc, les activités digitales de la Fédération française handisport sont de toutes nouvelles activités. Une partie d'entre elles devait naître avant le confinement. Enfin, le principe d'activité digitale avait été validé, notamment par le comité directeur avant le confinement. Puis le premier confinement a en fait accéléré la mise en œuvre que nous avions prévue. Et aujourd'hui, donc, on a tout un volet d'activités digitales à handisport. Elles ont commencé par l'e-sport, c'est-à-dire la pratique compétitive de jeux vidéo, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus étendue. Il y a de nombreuses activités, et notamment toutes des activités physiques adaptées par Zoom. On peut citer la Zumba, qui a un grand succès, la cardio box, le fitness, on s'est aussi étendu aux échecs. Donc aujourd'hui, on a un programme d'activité digitale quasiment 4 jours par semaine qui est offert aux licenciés handisport, donc soit licenciés dans les clubs, soit licenciés digitaux, puisqu'on a les deux formats possibles. Donc voilà, ça c'était ce qu'on faisait. Et ce que m'évoque cette table ronde, c'est principalement, effectivement, dans le cas précis qui nous intéresse, l'esprit vraiment novateur qui était au départ, et je pense même avant le confinement, on aurait difficilement imaginé des activités physiques à distance. Or, moi, ça faisait un petit moment que l'idée d'activité physique à distance, malgré tout, sans parler de confinement ni même de pandémie, je pensais que c'était un moyen d'aller vers les gens, parce qu'on s'adresse quand même à une partie de la population qui a des difficultés de mobilité, et faire venir le sport jusqu'à chez soi et ne pas devoir sortir de chez soi, c'était une solution. Finalement, le confinement a été un magnifique accélérateur de ce que j'avais envisagé, on va dire, dans l'absolu, et a permis d'accélérer et de vraiment installer cette pratique avec une vraie communauté, là aussi, malgré tout, de pratiquants digitaux. L'idée étant toujours d'avoir, malgré tout, une passerelle entre le sport traditionnel et le sport digital. L'idée étant de créer des liens entre nos clubs, de pousser les gens à peut-être pousser la porte d'un club, ou pour les joueurs e-sportifs,
de passer de l'e-sport, donc la compétition de jeux vidéo, à une compétition de sport plus traditionnelle. Mais malgré tout, c'était voilà, pour toucher d'autres personnes, d'autres types de handicap, aussi d'autres gens et d'ouvrir les possibles. Et aujourd'hui, je pense que les activités digitales ont montré qu'on peut ouvrir les possibles et répondre pour partie au déficit de mobilité de certains de nos licenciés. Merci Mayanne. Alors avec nous ici en studio à la BNF, nous avons également Jérôme Dupire qui est maître de conférences au Centre d'études et de recherche en informatique et communication du CNAM. Jérôme, est-ce que vous pourriez présenter un peu vos activités et puis peut-être, je pense, de ce que j'en ai compris, faire le lien peut-être avec certains des points que vient d'évoquer Mayanne, peut-être? Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Alors moi aussi j'ai 2 casquettes, comme Mayanne, ce qui n'est pas peu pour combler ma calvitie du coup. D'un côté, je suis maître de conférences en informatique au Conservatoire national des arts et métiers, avec une thématique de recherche qui est l'accessibilité numérique en général et l'accessibilité des jeux vidéo en particulier. Et sous mon autre casquette, je suis cofondateur et président d'une association qui s'appelle CapGame, et qui, sans grande originalité, traite également de l'accessibilité des jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. L'avantage d'avoir cette double casquette me permet d'aborder des terrains un peu théoriques de recherche au niveau de l'université, et puis d'avoir quelque chose de très opérationnel, très terrain, grâce à l'association, et d'être en l'occurrence très proche des utilisateurs et des utilisatrices en situation de handicap. On existe depuis 2013, donc je crois qu'on est une des plus vieilles associations en France et en Europe sur le sujet. Et on a une belle communauté autour de nous aujourd'hui qui nous permet d'être très opérationnel et très en écoute finalement de ce que sont les besoins, les situations, les blocages, et qui démontre un petit peu l'importance d'avoir ces personnes au premier plan. Tous les blocages, toutes les situations de handicap qui doivent être analysées, qui doivent être prises en compte et qui sont pour nous au premier plan et qui nous permettent ensuite de porter une certaine forme de parole auprès d'acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, des acteurs industriels, par exemple directement auprès des industriels du jeu vidéo, des gens qui développent eux-mêmes les produits. Évidemment, le terrain associatif, et on n'est pas les seuls dans ce cas-là, bien entendu, le terrain associatif nous propose une quantité d'informations et d'expertise qui est absolument infinie en termes de blocage, et donc de pouvoir imaginer des solutions qui sont reliées. Il est indispensable, il est impensable pour nous de faire sans les utilisateurs et les utilisatrices en situation de handicap. C'est vraiment ces personnes-là qui sont aux premières loges, au premier plan face aux problématiques, et du coup la prise en compte de ces paroles, de ces expériences, et dans certains cas de ces expertises est fondamentale. Je parle d'expertise volontairement, puisque dans l'association on a également vocation à promouvoir finalement ces savoirs expérientiels qui sont des richesses incroyables pour les industriels aujourd'hui, qui, dans le meilleur des cas, demandent à améliorer leur accessibilité, demandent à améliorer leurs produits, et qui ne savent pas forcément par quel bout prendre ces questions d'accessibilité numérique, évidemment. La formation sur ces sujets-là, elle est encore balbutiante. On trouve encore très peu ou trop peu de cursus, qu'ils soient techniques ou non, qui traitent de l'accessibilité, qui viennent donner à comprendre, donner à connaître finalement quels sont les enjeux de l'accessibilité. Et ces ressources humaines expertes sont encore une fois des enjeux et des ressources incroyables pour tous les acteurs. On a évidemment travaillé avec Mayanne qui... par ses multiples casquettes de juriste et à la fédération, nous a permis de collaborer sur des territoires, notamment l'offre numérique de la fédération en e-sport. On a co-créé avec la Fédé ces premiers tournois e-sportifs où, pendant le confinement, l'idée était d'amener le jeu vidéo sous sa forme compétitive à des joueurs et à des joueuses en situation de handicap. Ces expérimentations sont encore en cours, évidemment. On est sur une belle dynamique, globalement, au niveau du jeu vidéo et de son accessibilité. Je pense qu'aujourd'hui, les industriels, les acteurs du jeu vidéo ont compris
que les enjeux de l'accessibilité n'étaient pas négociables, qu'ils existaient. Maintenant, encore une fois, tout le travail à venir est autour de la formation, de la compréhension et de l'opérationnalisation finalement de ces choix. L'e-sport est une forme un petit peu particulière de pratique des jeux vidéo. Hein. C'est dans le contexte de compétition, mais évidemment, la pratique de loisirs est à la base concernée par ces questions d'accessibilité. Et il est pour nous aussi important de résoudre finalement tous les problèmes d'accessibilité qui existent aujourd'hui. Ils sont encore nombreux et ce travail, encore une fois, est un travail en cours et qui n'est pas du tout terminé. On a besoin de résoudre tous les problèmes du jeu vidéo avant de pouvoir aller complètement au bout de ces questions de compétition et de pratique compétitive dans le jeu vidéo. Peut-être que les Jeux Olympiques nous permettront d'expérimenter des choses autour de ces thématiques-là. Comment on peut améliorer ça ? Je me permets un petit pas de côté. On a un modèle américain qui est assez intéressant puisque sous Barack Obama, on a vu la législation américaine autour de l'accessibilité numérique évoluer fortement avec des grosses contraintes qui ont incité, sans trop d'appels, les acteurs du numérique à améliorer l'accessibilité de leurs produits. Quand je dis produits, ce sont les logiciels, mais également les matériels, les services. Avec dans cette dynamique de mise en accessibilité une demande explicite qui était autour de l'implication des personnes en situation de handicap dans la conception, dans les tests et vraiment dans la démarche de création et de conception et de création des produits matériels ou services. Ça, je pense que c'est un levier qui est intéressant, qui fonctionne, qui est encore en train d'être déployé. Hein, ça date de quelques années seulement, donc on en voit apparaître les bénéfices et il serait intéressant peut-être de faire évoluer aussi la législation dans ce sens pour amener un peu plus de participation des personnes en situation de handicap dans la conception des produits numériques. Merci beaucoup, Jérôme. Enfin, pour terminer ce premier tour de table, je me tourne maintenant vers Simon Ouriès, qui est dans le Nord, à distance. Simon, vous êtes directeur de Signes de Sens. Certains connaissent déjà cette structure, d'autres moins, et sans doute pas forcément au travers du prisme des outils numériques. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter un peu votre structure sous cet angle donc des outils numériques et nous dire du coup à votre tour ce que cet intitulé vous inspire? Pardon. Bonjour tout le monde et puis merci beaucoup pour cette proposition de participation. Donc effectivement, je dirige une association qui s'appelle Signes de Sens, qui travaille depuis 18 ans maintenant sur la création de services et de produits qui permettent la transition inclusive de la société. Donc très concrètement, nous, on travaille sur des situations où il y a des problématiques d'accessibilité sur lesquelles on propose des outils, des changements de pratiques, des changements de services, etc. On s'appuie sur le design. Donc, on va vraiment s'appuyer sur toutes les méthodologies et les outils que le design propose pour faire ça, avec une double ambition. C'est effectivement, d'utiliser le design, mais dans une version de transition vers l'inclusion. Donc, on s'impose très clairement le fait que les services et les produits qu'on va inventer soient eux-mêmes inclusifs naturellement. Et deux, surtout, on part d'une vision qui est clé pour nous, qui est celle que, en fait, en partant des citoyens avec des difficultés spécifiques ou avec des particularités, comme peuvent être certains handicaps, on va pouvoir réinventer avec eux des services qui vont venir nourrir et faciliter la vie de tous les usagers. Donc ça, c'est vraiment notre clé de travail à nous. C'est que chez nous, le handicap, il est perçu comme un levier d'innovation et de transformation positive des services et des produits qui sont diffusés à tous les citoyens. Et du coup, c'est vraiment d'inverser la réflexion. On fait un produit et à la fin, on se demande comment le rendre accessible, ou on met une personne sur le chemin en se disant, quand le projet va rencontrer la personne, au moins ça va améliorer le truc. C'est plutôt de dire non, on met la personne au tout début et en fait, elle va nous proposer une version de l'usage, une version de la façon de se positionner ou d'interagir ou de besoins, ou même des fois des stratégies pour résoudre un enjeu qui vont être complètement différents. Et c'est ces trucs qu'on va utiliser comme matière première pour reconcevoir le service. Donc, c'est vraiment, je trouve, la clé la plus, pour moi en tout cas, la plus enthousiasmante collectivement, c'est de se rendre compte que quand quelqu'un rencontre une difficulté, en fait, il développe en même temps des habilités à la résoudre et que si on se coupe de cette information-là, presque, c'est comme si on recommençait à zéro alors qu'il y a des gens qui ont déjà de l'expérience et des visions. Donc, nous, on essaye modestement, mais sûrement,
d'être dans ce mouvement-là et de permettre à ces personnes d'être au point de départ de nouveaux produits ou de nouveaux services. Du coup, concrètement, ça s'incarne dans des outils qui sont, on a fait des livres pour enfants, on fait des visites guidées dans les musées, on fait des activités de médiation. Voilà, il y a beaucoup d'activités, dont des activités numériques. Donc, on édite des outils numériques où on accompagne des personnes sur la production ou la conception de leurs services numériques. Donc, on a notamment Elix qui est sur la langue des signes, donc il y a un dictionnaire qui fait la passerelle entre le français et la langue des signes, où on a Ben le Koala, par exemple, qui est un petit personnage qu'on a conçu avec le Centre Ressources Autisme des Hauts-de-France pour l'acquisition d'apprentissage chez les tout petits enfants avec autisme ou avec TND. Donc voilà, puis on a fait des sites, on a fait des outils divers, on fait des parcours sur tablette dans les musées. Donc on a commencé à faire avec des enfants sourds et des enfants entendants. Puis ensuite, on a ouvert à des publics TSA, TND, donc il y avait des troubles de la perception, des troubles de la sensorialité, des troubles de gestion parfois de l'environnement, des interactions, etc. Et donc voilà, à chaque étape, en fait, on a au fil de 18 ans de travail, on a peaufiné un peu nos façons d'aborder tout ça, puisque ça vient à peut-être les 3 points que je m'étais notés comme ce qui me semblait être les 3 sujets clés sur cette question de la participation des personnes au projet. C'était la première chose, c'est que c'est pas simple de faire participer les personnes au projet. Il faut en avoir conscience parce que c'est vrai que c'est une sorte d'injonction qu'on lance toujours. Mais en fait, il y a des publics pour lesquels peut-être c'est plus simple, mais des publics qui ont des troubles autistiques, qui ont des troubles du comportement, des troubles psychiques, même des personnes sourdes sur de la communication avec le groupe, etc., ou même des personnes déficientes visuelles. Enfin, en fait, il faut avoir conscience qu'au-delà de l'ambition que je rejoins complètement, hein, qui est celle de faire participer, la participation était en elle-même une vraie complexité. Et aujourd'hui, il n'y a pas tant de personnes qui partagent des méthodologies efficaces, des postures efficaces, etc. Donc, en tout cas, la première chose qui me semblait importante, c'est de se rendre compte qu'on est encore à l'étape où on essaie de construire les outils de cette participation pour qu'elle soit pleine et entière. Sinon, ça fait vite la personne un peu là, qui est là, mais qui ne peut pas vraiment rendre effective sa participation. Et du coup, sur ça, en termes d'opportunités, je trouve qu'il y a 2 choses qui me paraissent intéressantes. C'est que, par exemple, il y a des formations qui se sont créées à l'expression de l'autodétermination, c'est-à-dire aider les gens à prendre la parole et à exprimer leur posture et leur point de vue. Parce que ça paraît peut-être évident pour quelqu'un qui n'est pas confronté à ces impossibilités d'expression, mais en fait, il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre à prendre une place dans un collectif. Et ça me paraît assez nécessaire de s'assurer que les personnes qu'on fait participer, elles ont les outils et les bonnes postures pour être capables de participer. Et c'est vrai que, en tout cas, j'avais découvert ça chez Trisomie 21, que j'avais trouvé super enthousiasmant, de me dire que c'est vrai qu'en fait, comment on fait pour préparer les personnes à être capables de participer à un processus, en ayant conscience qu'il faut parfois même transformer le processus. Le deuxième sujet, c'était de faire attention de ne pas confondre une personne avec toutes les personnes. Parce que ça m'est arrivé souvent dans des projets où finalement, on dit, c'est sûr que notre projet, il est bon parce que dans le groupe, il y avait une personne sourde. Alors, c'est sûr que toutes les personnes sourdes, elles vont adorer. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment souvent une confusion avec la personne qui fait un peu office presque de porte-drapeau, comme si elle pouvait en elle-même contenir l'expérience de tous ou donner un avis qui allait être générique. Et là, donc, ça marche une fois sur 5 en vrai. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est tout le travail que notamment la PF met sur le développement de l'expertise d'usage, ce qui a été évoqué juste avant, hein, c'est de se dire qu'aussi transformer son propre expérience de vie en expertise qui va pouvoir nourrir une réflexion qui doit généraliser sa propre expérience, donc même qui doit presque transcender sa propre expérience, ça aussi c'est une compétence et ça demande à être encadré, accompagné, soutenu, etc., pour que les personnes puissent vraiment jouer leur rôle d'éclaireur à partir de leur expérience élargie à une vision plus collective. Et puis le troisième point, c'est, là plus sur le design, mais je pense qu'il y a un gros sujet sur les écoles de design, sur comment on fait pour qu'elles soient elles-mêmes inclusives, ce qui fait que naturellement, on va former des jeunes avec différents profils, parfois avec des handicaps, qui vont pouvoir être demain des gens qui vont proposer des versions de conception de services numériques, des versions d'interface, des versions de design, etc. Et donc, comment le fait que le design se mixe et devienne lui-même pluriel permettra aussi de faire avancer, bien sûr, cette réflexion, puisque ces personnes, naturellement, elles vont devoir faire évoluer les outils, les pratiques, etc. etc. Donc, ça me semblait être un peu les trois leviers, comme ça, en ayant préparé et puis en écho à ce que j'ai entendu avant, que je pouvais vous partager. Voilà.
Alors on le voit, rien que sur un premier tour un peu exhaustif déjà de nos panélistes, on a un certain nombre de concepts qui sont d'ores et déjà posés sur la table. On a d'ailleurs un certain nombre de concepts qu'on manipule comme si tout le monde était à l'aise avec ça et comme si l'ensemble de nos spectateurs savaient de quoi on parlait. On parle de design, de UX, d'accessibilité numérique, d'outils numériques. Et dans le même temps, je pense quand même à une certaine partie d'entre nous, ça ne doit pas être si simple que ça que de comprendre de quoi on parle. Est-ce que je peux me tourner vers l'ensemble de nos panélistes juste pour essayer rapidement, vraiment en peu de temps, de donner une définition pour chacun de ces termes pour que tout le monde sache de quoi on parle. Marine, est-ce que je peux Alors vous passer attends, le flambeau alors design, pour UX, déjà quoi design d'autre? par exemple. Comment définir design? Alors design, c'est d'abord un terme qui n'est pas trop apprécié. En général, on nous a d'ailleurs reproché d'avoir nommé notre pôle design des services numériques. Design, c'est la conception, c'est dessiner un parcours, un produit, une expérience. Et du coup, ça m'emmène à un autre terme qui est UX, User Experience, donc de l'anglais expérience utilisateur. Donc encore une fois, là, on est sur du début à la fin d'une expérience. Comment est-ce que s'articule voilà, le voyage de l'usager, de l'utilisateur. Alors ça peut être, si je vais dans un restaurant, hein, du moment où je prends ma réservation jusqu'au moment où je peut-être paye l'addition. Donc tout ça, c'est une expérience, donc pour l'associer à quelque chose de moins numérique. Voilà. Mais d'ailleurs, j'avais... Bon, vas-y, mais Non, continue. j'allais juste finir ce tout petit tour sémantique. D'accord. Peut-être, Jérôme, est-ce que vous prendriez à votre compte de donner une brève définition d'accessibilité numérique? Qu'est-ce qu'on entend par là, les uns les autres? Patate chaude. Très bien. L'accessibilité numérique, ça va être tous les moyens qu'on va être capable d'imaginer et de mettre en œuvre idéalement pour faire en sorte que des utilisateurs et des utilisatrices avec des capacités différentes puissent bénéficier d'un service ou utiliser un produit. Et en effet, ça va toucher n'importe quel type d'objet au sens très large qui est un tant soit peu numérique. Alors, mon idée, en faisant repréciser ces termes, c'est pas tant d'avoir une petite séquence vocabulaire, mais que de parler à peu près tous de la même chose pendant ce moment qu'on partage ensemble. Et aussi mettre en évidence le fait que ces notions sont très complémentaires, puisque on peut faire de l'accessible numérique qui soit pas forcément centré sur l'expérience utilisateur et qui, d'un certain point de vue, et là je m'adresse à la juriste qui est parmi nous, à savoir Maya Ngo, même si l'accessibilité numérique elle est normative, je pense qu'il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas nécessairement suffisantes, Mayanne. L'accessibilité numérique vue par le droit, le problème c'est la question du droit qui en réalité normalise, normatise les gens aussi. Donc elle a normalisé le handicap sans le définir d'ailleurs, en parlant de diversité et puis en l'englobant dans une espèce de grand tout qui est, il faut que ça soit accessible sur un pied d'égalité avec les autres. La grosse difficulté, c'est que d'abord, l'handicap est multiple et ensuite, l'égalité avec les autres, elle est tout à fait relative parce qu'à mon avis, l'accessibilité numérique en race campagne n'est sans doute pas la même que l'accessibilité en pleine ville. Donc, il y a déjà toutes ces difficultés-là à gérer, mais au-delà d'aller jouer, on va dire, avec le feu et de secouer ces concepts en se disant qu'ils ne résonnent pas vraiment, l'intérêt de l'encadrement juridique de l'accessibilité numérique, c'est quand même partir du principe que cette accessibilité numérique qui peut être facilitatrice, elle doit être normalisée pour permettre l'accès au plus grand nombre. Je pense que c'est ça qui est intéressant. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien s'avouer que même si les textes posent un principe d'accessibilité unanimement reconnu, parce que personne ne va vous dire aujourd'hui qu'il faut faire un site inaccessible, etc. La réalité de mise en œuvre est parfois complexe. Et cette complexité dans la mise en œuvre, elle est essentiellement liée pour moi, effectivement,
au fait qu'on s'adresse à une diversité de handicaps, à une diversité de situations, et que le droit n'est pas non plus connu pour être l'outil le plus souple pour s'adapter aux diversités. Par contre, le droit a un avantage, excusez-moi du coup, c'est celui de sanctionner et de faire avancer parfois les sujets. Parce que parfois, je pense qu'il faut en passer par là aussi. Merci Marianne. Alors Marine, je crois que vous vouliez rebondir tout à l'heure. Oui, je voulais rebondir sur quelque chose qui avait été dit concernant la prise en compte des usagers, par exemple en situation de handicap, dans la conception de produits ou de services. En fait, là, moi, je ne suis pas forcément complètement d'accord avec ça. Et je vais reprendre l'exemple d'un restaurant, parce que décidément, je dois avoir un peu faim. Mais si, voilà, je souhaite aller au restaurant, je souhaite manger un bon repas. Je ne vais pas forcément avoir envie de participer à la conception du menu, à la cueillette des champignons et à tout ce travail. Néanmoins, je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un repas satisfaisant qui va me nourrir, qui va me donner du plaisir. Peut-être que j'ai des besoins particuliers. Je suis végétarienne, végane, etc. Et donc, je pense qu'il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent et qui doivent, si elles le souhaitent, s'impliquer dans la conception de services, de produits, etc. Mais c'est vraiment différent lorsqu'on développe un service, d'avoir donc des experts qui vont aller parler à tout un volet d'usagers, de citoyens qui sont tous différents parce qu'on est tous différents. Donc, et nous, c'est le cas. Hein, je vais prendre l'exemple. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la priorité. La priorité, c'est d'aller tester, de se concerter avec les personnes qui vont utiliser le produit à la fin et de s'assurer que ça réponde à leurs besoins. Et je vais prendre un exemple très concret puisque c'était rien que vendredi dernier. L'année prochaine, il y a des élections, si vous n'avez pas entendu parler, notamment les élections législatives. Il y aura une plateforme numérique pour que les Français de l'étranger puissent voter en ligne. Et donc, la semaine dernière, il y a eu des tests qui ont été faits avec des personnes en situation de handicap sur cette plateforme. On est quasiment 1 an avant le lancement de la plateforme. Et ça, donc, parfois, il y a des choses qui se font qui sont bien. De plus en plus, il faut qu'on continue à pousser ces choses-là, c'est-à-dire tester bien en amont de la sortie des services et lors de la conception. Alors Simon Oruguez, vous qui travaillez depuis 18 ans avec Signe de Sens sur ces questions-là, et notamment sur l'élaboration des outils numériques, comment vous recevez ce que vient d'exposer Marine et comment ça peut résonner dans vos pratiques sur l'élaboration des outils notamment? Bah oui, alors en fait, je suis en même temps d'accord et pas tout à fait d'accord. Mais en fait, bien sûr qu'on ne peut pas rendre les publics responsables de la résolution des problématiques qu'ils rencontrent. Les usagers n'ont pas vocation à concevoir les services. Par contre, ils doivent participer à la conception de ce service. Et donc, même si ce sont des interviews, comme vous dites, de toute façon, ce sont des pratiques sur lesquelles il faut travailler en termes d'accessibilité de cette pratique elle-même. Parce que interviewer des personnes qui ont des handicaps, en tout cas certains handicaps, c'est quand même d'un niveau de complexité assez franc, ne serait-ce que pour interpréter les propos qui sont dits, les mettre en perspective, etc. et s'assurer que le canal permet une expression juste et fidèle de la pensée. Donc ça, il y a pléthore d'exemples qui montrent qu'en fait, on peut avoir des biais d'interprétation, tout simplement, ou des biais de capacité de la personne à comprendre la question et donc à y répondre correctement, etc. Donc même si ça se limite à de l'interview, de toute façon, cette pratique d'interview, il faut trouver les bons outils pour s'assurer que tous les types de publics peuvent y participer. Donc, ce qui est peut-être plus facile, par exemple, avec une personne qui a une problématique qui est uniquement motrice et qui, en termes de réflexion ou d'oralisation ou de communication, en tout cas, est dans des modes relativement communs. Donc là, du coup, la discussion, elle est peut-être beaucoup plus facile. Mais sur d'autres publics qui ont d'autres problématiques, c'est quand même d'un autre niveau. Donc ça, c'est ça. Après, sur ce que je disais, encore une fois, ça ne voulait vraiment pas dire que les solutions devaient venir des publics. Mais par contre, des publics viennent toujours des stratégies et des postures qui peuvent être intéressantes. Et ce que je voulais dire, c'est de pouvoir aller piocher ces choses-là avant de concevoir les services pour pouvoir les concevoir en conscience. Et ensuite, être une personne utilisatrice n'en fait pas une compétence métier. Donc moi, j'ai toujours défendu le fait que ce n'est pas parce qu'on avait un handicap qu'on avait une compétence métier, d'où le fait qu'après, j'ai appuyé sur les 2 sujets qui étaient, selon moi, l'expertise d'usage et l'accessibilité des écoles de design pour que le design en lui-même se repense de façon inclusive. Parce que forcément, si dans votre classe, vous avez un étudiant
lui aussi en études de design, mais qui a un handicap, forcément, ça va impacter votre compréhension et votre... Vous voyez, donc c'est à double richesse, on va dire. Il y a une personne en situation de handicap qui va développer une compétence de design, et il y a les futurs designers qui vont avoir une expérience concrète de l'évolution de la pratique du design. C'est ça que je voulais dire, mais en tout cas, c'est là où je rejoignais, c'est que non, les publics ne sont pas les porteurs des projets de design. Par contre, en gros, si je rebondis sur le design, hein, c'est quelques grandes étapes qui se répètent souvent. Hein. C'est la première étape d'immersion, où on essaie de documenter le besoin, la situation, les contraintes, les publics cibles, etc. Ensuite, on va avoir une étape plutôt de conception, créativité. On va imaginer un service qui pourrait résoudre et répondre à l'ambition en étant pertinent par rapport au public. Ensuite, on va rentrer dans le prototypage de l'idée qu'on a retenue. Et ensuite, si le prototype, il y a une petite itération, on améliore le prototype. Et ensuite, on rentre dans la distribution, c'est-à-dire la mise en route du service pour tous les utilisateurs imaginés. Donc, à chacune de ces étapes, les publics en situation de handicap interviennent. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à chacune de ces étapes, du coup, il faut se questionner sur quels sont les bons outils de cette participation. Ouais. C'est ça que je voulais dire, mais en aucun cas, c'est la personne qui doit effectivement faire le menu du restaurant, faire la cuisine, vérifier que les casseroles sont en bon état. C'est pas sa fonction, bien sûr. Et d'ailleurs, là-dessus, juste pour appuyer sur un point, c'est qu'encore trop peu d'entreprises, et bien évidemment d'organismes publics aussi, font cette phase de prototypage et de test avec des vrais usagers, donc entre autres en situation de handicap, mais pas que. En fait, aujourd'hui, c'est une pratique en France qui n'est vraiment pas encore professionnalisée. D'ailleurs, on a encore très peu d'experts en recherche utilisateur. Hein. C'est un vrai métier. Ce n'est pas le designer qui doit aussi faire cette tâche-là, enfin cette tâche, ce travail. Et ça, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on... Voilà, pour moi, en fait, il y a deux bénéfices de ce travail. C'est évidemment s'assurer que ce qu'on produit crée une valeur, est utilisable et souhaitable. Donc ça, c'est la base de pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et qu'on produit quelque chose pour nos concitoyens, pour le monde. Et ça m'emmène au deuxième point qui est finalement d'aller à la rencontre des utilisateurs. C'est aussi se rappeler pour qui on produit les choses, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est de plus en plus déconnecté. On perd un peu le dessin, de pourquoi on fait les choses, et donc d'aller se reconnecter avec notre raison d'être là et d'améliorer la vie de notre entourage. Alors, notre raison d'être là, je me tourne maintenant vers Jérôme, notamment en tant que responsable de Cap Games. On a vu que là, il y avait un certain nombre d'enjeux autour des jeux. J'ai vu passer il y a peu une enquête. On parlait tout à l'heure d'interview, mais les enquêtes sont intéressantes aussi, d'une structure avec laquelle je crois vous échangez aussi, qui est Be-Player One. On en a échangé aussi un peu avec Mayan. Comment vous recevez notamment ce peu d'enquêtes en réalité auxquelles les usagers peuvent participer et sur lesquels ils se sont exprimés autour des jeux? J'étais assez frappé moi personnellement, mais je peux peut-être vous en laisser toucher deux mots, peut-être, si vous voulez bien. La problématique, elle est partagée avec les chiffres qu'on tente d'avoir sur la représentation du handicap en France, par exemple. C'est toujours des choses qui sont approximatives pour plein de bonnes et mauvaises raisons, qui sont anciennes pour certaines. Et en l'occurrence, le jeu vidéo ne fait pas partie des sujets de premier plan depuis longtemps. C'est quelque chose qui a dû se battre déjà par rapport à une mauvaise image, et on en sort depuis 5 ans, plus ou moins 2 ans. Dès lors, les études qui sont associées aux jeux vidéo, elles sont également récentes. Le laboratoire dans lequel je travaille est le premier laboratoire en France à avoir adopté comme sujet de recherche possible le jeu vidéo. Donc on est sur un environnement qui est assez balbutiant. Et de fait, l'accessibilité dans les jeux vidéo est un sujet qui est très récent. Hein. Avant 2017, c'était le désert de Gobi, il ne se passait rien. On allait pourtant à la rencontre des industriels, des distributeurs, des acteurs du jeu vidéo, et pourtant, les gens n'étaient pas enclins à même nous accorder un peu de temps pour discuter, alors encore moins à changer leurs pratiques pour faire des jeux vidéo plus accessibles. Donc les recherches les recherches ou les enquêtes qui sont associées aux jeux vidéo sont elles-mêmes très, très récentes. La plus récente, après 2017, je crois qu'elle est arrivée 1 an ou 1 an et demi après. Elle a été portée par une association qui s'appelle Able Gamer, qui est aux États-Unis, avec l'Université de York en partenaire. Et ça a été
la première fois après une grande période de rien, qu'on a pu s'adresser aux joueuses en situation de handicap pour leur demander quel âge ils avaient, à quoi ils jouaient, à quoi ils voulaient jouer, pourquoi ils n'y jouaient pas, quels étaient les blocages, sur quelle plateforme ils jouaient, etc. Enfin, vraiment des démarches et des informations de base quand on considère la population qui n'est pas en situation de handicap. Depuis 2017, les sujets de recherche et les sujets d'entreprise, parce que Be Player One est une démarche d'entreprise avec des études de marché pour proposer son offre à venir. Toutes ces études commencent à fleurir, à se multiplier, parce que, comme je le disais, depuis 2017, le sujet est un sujet d'actualité fort. Aujourd'hui, on n'a plus forcément à convaincre les entreprises et les acteurs du jeu vidéo que développer accessible est important. C'est probablement bien acquis, bien compris par tout le monde. La problématique qui existe aujourd'hui et qui va nous prendre un peu de temps, c'est celle qui était évoquée juste avant, c'est qu'on n'a pas de compétences identifiées, on n'a pas d'expérience forte, et notamment en France où l'expérience utilisateur et la recherche utilisateur restent des domaines qui sont assez petits par rapport à d'autres habitudes de développement et de conception qu'on a par ailleurs. Donc l'industrie est en retard d'un point de vue compétences et savoir-faire. L'industrie a aussi des habitudes historiques qu'il va falloir un petit peu déplacer pour pouvoir intégrer ces nouvelles pratiques. Et évidemment, la formation, au sens très large du terme, est également un secteur sur lequel il va falloir investir beaucoup pour, encore une fois, amener ces sujets d'utilisateurs, de méthodes en UX, d'outils qui sont à la disposition parce qu'ils existent, et de former les gens à leur utilisation, l'exploitation des résultats et pouvoir faire en sorte que tout ça converge vers un monde numérique plus accessible, j'imagine. Maïane, si en un mot, puisque le temps nous est compté, on rend l'antenne dans 2 petites minutes, si vous deviez compléter le propos de Jérôme et donner un aspect un peu conclusif à la chose, qu'est-ce que vous ajouteriez ? Conclusif, je ne sais pas. En revanche, je peux sans doute compléter à la fois les propos de Jérôme et de Marine dans l'idée que justement cette co-construction, que ce soit par l'UX ou par d'autres méthodes, cette co-construction devrait pouvoir éviter, pour le juriste que je suis, d'en arriver à la sanction d'un produit parce qu'il ne respecte pas les principes d'accessibilité. C'est-à-dire que si on a creusé avant et si on a travaillé avant, cette co-construction, en fait, ce processus de construction commun permet d'une part d'éviter la sanction d'un produit qui est mal fini et de surcoût, et d'autre part même de faire en sorte que le droit qui au départ est prévu comme une sanction devienne lui aussi un outil d'innovation et de se dire puisque je dois respecter les normes d'accessibilité, je dois m'entourer des personnes qui sont capables de me les donner et dans ces cas-là, justement, d'aller chercher les ressources dont parlait Signe de Sens. Et je pense que du coup, on est gagnant-gagnant. Donc, je crois avoir fait la boucle que vous attendiez, mais j'en suis pas certaine. Parfaitement. Merci beaucoup, Maïane. Merci à tous nos panélistes. On le voit, le débat est loin d'être terminé. On voit surtout qu'on a encore une bonne marge de progrès pour avancer sur le sentier d'un monde où les outils numériques prendraient en compte, certes, les utilisateurs en situation de handicap, mais l'accessibilité numérique tout court. C'est aussi ce que je retiens de notre table ronde. J'invite les spectateurs à rester à l'écoute pour la suite du programme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, numériques ou pas. Merci encore. Merci. Merci à tous.